Le dérèglement climatique, les menaces sur la biodiversité font désormais, on le sait, régulièrement la une des journaux de l'actualité. Et on est tous plus ou moins invités à changer un petit peu nos comportements. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Question, est-ce que l'investisseur peut lui aussi accompagner cette transition sans pour autant renoncer, j'ai envie de dire, à sa quête de rentabilité financière? Et oui, c'est effectivement toute la question, David, parce que bon, nous sommes tous témoins du dérèglement, de ce dérèglement. Hein. On le voit maintenant de façon très bien avec ces images d'incendies totalement incontrôlables cet été dans différentes parties du monde. Les inondations, les catastrophes naturelles, on l'a vu encore récemment dans les Alpes-Maritimes, ou encore la fonte de la banquise dans les zones polaires. Donc, l'épargnant, il peut se dire, finalement, tant qu'à faire d'investir dans des entreprises, pourquoi ne pas choisir celles qui sont plutôt moins polluantes ou bien celles qui sont plutôt plus responsables? Et ce serait une manière un peu d'apporter sa contribution, puisque investir, ça veut dire investir dans des entreprises qui ont une activité économique, donc un impact. Alors, en fait, quand on fait un peu le point, ce qui était possible, chaque année, il y a une semaine de la finance responsable en France, qui se tient début octobre, c'était la 10e édition cette année. Et en fait, sur les constats qu'on a pu faire, on a vu qu'effectivement, malgré la crise sanitaire, on avait effectivement progressé et suscité une hausse des encours dans cet univers. Alors, dans le microcosme, on le voit parce que c'est, disons, disons, on voit que bon, il ne se passe pas de semaine sans qu'il n'y ait pas un nouveau fonds durable, un label obtenu, un spécialiste du sujet recruté ici ou là. Donc au fond, on a l'impression que tout le monde maintenant veut investir durable et être responsable, et que ainsi, donc, l'épargnant peut effectivement donner du sens à son investissement. Sauf que l'épargnant, il peut aussi vite être paumé parce que il y a plein d'appellations, tout le monde se revendique comme étant très bon là-dessus. C'est pas facile. Oui. Hein. Alors, c'est vrai qu'on va appeler ça, on va dire au sens le plus large, l'investissement durable. Hein. C'est-à-dire que, si vous voulez, on va investir dans la durée et de manière responsable. Alors, il y a un problème d'appellation, on en a recensé à peu près une dizaine, parce que finalement on peut dire que c'est de l'investissement éthique, on peut dire que c'est de l'investissement qui a un impact positif sur notre environnement. Le sigle le plus communément retenu, c'est donc l'investissement socialement responsable, ISR en français. Mais par exemple, à l'international, c'est un autre sigle, parce qu'en fait, c'est le E d'environnement, le S de social et le G de bonne gouvernance d'entreprise. Ça fait ESG. Voilà. Alors, vous avez des stratégies qui revendiquent la totalité de ces promesses. Là, on joue tout l'univers. Puis, vous en avez d'autres qui, effectivement, sont plus centrés sur l'un d'entre eux, comme par exemple la finance verte qui va être sur le climat, l'environnement, etc. Alors, malgré tout, David, en France, pour aider l'investisseur, le ministère de l'économie a quand même fait des efforts. Il a créé un label officiel ISR. Donc, il faut répondre à un certain nombre de critères. Actuellement, on en est à 514. Il y a 514 fonds qui ont obtenu ce label d'État, donc un label officiel. Mais alors, attention, c'est un label officiel avec un logo précis. Ça ne veut pas dire que tous les fonds qui mettent le mot ISR dans leur libellé ont reçu ce label. Ont forcément ce label. Donc là, il faut quand même déjà faire attention et vérifier. Alors, pour ne rien arranger, il y a en fait un autre label aussi qui, lui, est décerné par le ministère de l'écologie, qui est sur donc la finance verte. Alors, comme on voulait que ce soit un peu international, on l'a appelé Greenfin. Il faut que tout le monde comprenne. Mais en fait, c'est un label qui vient remplacer son prédécesseur qui s'appelait Tech, avec 2 E, qui était en fait en faveur de la transition énergétique et écologique pour le climat. Mais bon, globalement, alors là, on est plutôt sur quelques dizaines de fonds. Ça, ce sont des fonds qui vont investir dans des activités qui ont un impact environnemental mesurable, dans tout ce qui protège nos ressources naturelles et aussi qui lutte contre le dérèglement climatique. Comment tout ça a commencé? D'où vient ce mouvement en faveur justement du fait de sauvegarder, de faire attention à la planète dans le cadre de ces investissements? Alors effectivement, c'est un mouvement qui a été initié depuis quelques années, mais en fait d'abord ça a été quand même assez mou, et puis ça s'est vraiment là emballé depuis un peu plus d'1 an. En fait l'origine elle est d'abord en France législative et réglementaire, c'est-à-dire que vous avez la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte de 2015, qui a un article 173 dans lequel qui soumet les investisseurs institutionnels à la transparence sur leur placement en matière environnementale, sociale et de qualité de gouvernance. Alors vous allez me dire, oui, mais alors en quoi ça nous concerne? Et c'est parce que ces institutionnels, ils ont des gérants à qui ils délèguent leur gestion, et les gérants, du coup, ils ont dû accompagner les demandes de leurs clients institutionnels qui sont tenus désormais de rendre des comptes. Alors vous avez aussi un autre, donc là ça a été un premier déclencheur, vous avez un autre élément plus récent qui est la fameuse loi Pacte, donc de mai 2019, parce qu'elle exige aussi la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux dans la stratégie des entreprises. Et concrètement, d'ailleurs, elle oblige d'ici 2022 les assureurs vie à proposer à leurs souscripteurs, pour des contrats multisupports, mais aussi pour des plans d'épargne retraite, les PER, une unité de compte, au moins une unité de compte socialement responsable, ou alors une qui a pour objet le financement de la transition énergétique,
ou encore une unité de compte qui serait sur la finance solidaire. Et en fait, à partir de 2023, les assureurs vie vont tous être tenus d'en proposer 3, mais en réalité, en fait, ils ont tous anticipé, ils vont pas attendre les dates limites, et donc pour la plupart, ils se sont déjà mis dès maintenant, et en tout cas au plus tard au début de l'année prochaine, à cette contrainte. Donc ça veut dire qu'on trouve en fait déjà dans ces supports de placement cette possibilité d'investir de cette manière. Ouais, donc là, en mouvement initié par les investisseurs institutionnels, donc les gros, on va dire, et les particuliers, les ménages, les épargnants là-dedans, qu'est-ce qu'ils font? Parce que on imagine un épargnant dire ouais, mais moi je veux absolument un investissement qui soit responsable. Il y a spontanément cette démarche ou pas? Oui, alors en fait, en réalité, bon, même si je vous disais, c'est vrai qu'il y a une pression de l'opinion publique qui est venue compléter l'évolution de la réglementation, qui est un peu liée à tout ce à quoi on assiste en fait dans les grands dérèglements ou les catastrophes naturelles. Mais en réalité, c'est vrai que même si cette prise de conscience elle s'est accrue, en fait, la demande des épargnants pour cet investissement socialement responsable, elle est encore faible. D'ailleurs, à l'occasion de cette semaine, cette 10e semaine de la finance responsable, il y a un sondage qui a été fait et en fait qui montre qu'au fond, seulement 10% d'entre eux disent connaître ce que veut dire le mot ISR et disent connaître ce que c'est que l'investissement socialement responsable. Bon, alors ça veut dire que c'est encore, on en est au début du côté des épargnants et des particuliers. Néanmoins, ce qui se passe, alors c'est peut-être plus le microcosme, mais ça concerne plus l'offre que la demande, mais il y a un changement. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, vous vous souvenez David, en fait, ce qui comptait, c'était vraiment l'analyse financière des sociétés. Et aujourd'hui, ça paraît un peu mal vu pour une société de gestion de ne pas être capable d'avoir un certain nombre de critères extra-financiers qu'elle ajoute en fait à son analyse financière des sociétés pour au moins indiquer l'impact des investissements qu'elle fait, l'impact qu'il y a sur l'environnement, le social ou justement la bonne gouvernance des entreprises en général. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu un effet de marché en fait qui est venu s'ajouter à ça. Vous vous souvenez sans doute il y a quelques années, David, que quand on parlait d'ISR, c'était jugé moins rentable que la gestion financière traditionnelle. Donc, c'était effectivement dans une moindre mesure intéressant et en tout cas, du coup, ça pouvait décourager certains investisseurs. Or, en fait, ce qui s'est passé notamment avec la crise sanitaire, c'est que d'abord, il y a eu un succès donc, de ces approches ISR depuis un an. Ça a conduit à une augmentation des encours. Donc, augmentation des encours, ça veut dire que vous achetez plus de valeurs qui répondent à ces critères. Mais en plus, on a vu que c'était les valeurs, ces valeurs-là, elles résistaient mieux pendant la crise sanitaire parce que dedans, vous avez en bonne partie, vous avez des valeurs de santé, vous avez une partie des valeurs technologiques. Or, toutes ces valeurs-là, elles ont plutôt moins baissé en bourse en février-mars, puis elles ont surtout très bien rebondi ensuite. Donc, il y a en fait une grande mutation qui s'est opérée. On se serait parlé il y a 2 ans, en fond, on s'était dit, on se dirait, voilà, l'investisseur, il dit quoi? Il dit, ok, je suis ok pour gagner moins, mais je veux donner du sens à mon investissement. Donc, proposez-moi quelque chose qui réponde à ce critère-là. Alors qu'aujourd'hui, on va dire depuis près d'1 an, ou en tout cas au moins 6 mois, le raisonnement, c'est de dire, écoutez, tant qu'à faire de gagner de l'argent en bourse depuis le rebond de mi-mars, autant faire de l'investissement socialement responsable. Donc, ça se traduit comment? C'est-à-dire qu'on voit bien d'ailleurs la forte hausse du nombre de fonds qui ont obtenu le label ISR. Je vous ai ces 714 actuellement, ce label officiel d'État. Mais bien sûr, ça vient alimenter la dynamique. Alors, je ne suis pas dupe. Je sais bien que les conversions récentes de certaines sociétés de gestion à l'ISR parfois sont opportunistes. Preuve de conviction profonde. Mais c'est une vague, et avec une telle vague, et il vaut mieux être dedans que dehors. Donc, la possibilité de mettre en plus en avant une surperformance de l'ISR, bien sûr, par rapport au reste du marché, c'est quand même un argument commercial. Donc, on est dans une tendance, on est dans une vague, et évidemment, personne n'a envie de la louper. Ouais. Quelques exemples de fonds? Alors, c'est, disons, effectivement plus intéressant de jouer la thématique de façon diversifiée en déléguant ça à un gérant professionnel, parce qu'on peut jouer ça sur des valeurs individuelles, mais évidemment, c'est un petit peu plus risqué. On peut mutualiser. Alors, quelques exemples de fonds. Il y a quelques indépendants qui parce que j'ai dit sur le sujet quasiment 500 fonds. Il y a 500 fonds comme pour le label ISR. Voilà, donc 500 fonds pour le label officiel. D'après Novetti, qui est une filiale de la Caisse des dépôts, il y en a à peu près 800, on va dire, sur tout le marché, donc y compris celles qui n'ont pas le label officiel. Donc il y a des fonds responsables. C'est là. Du coup, pardon, Laurent, 500 sur 800 qui ont le label, c'est pas mal, non? Ah oui, c'est devenu... alors il va falloir, je pense qu'il va falloir limiter d'ailleurs maintenant. Il va falloir rendre l'obtention du label sans doute plus restrictive, parce que c'est un peu le risque que tout le monde veuille l'avoir et que tout le monde l'ait. Et effectivement, ce serait gênant s'il y avait maintenant on mettait pas un numerus clausus plus important. Alors quelques exemples. Vous prenez des sociétés de gestion indépendante. Alors c'est intéressant quand vous pouvez en plus le mettre dans un PA. C'est le cas par exemple avec la financière d'Échiquier. Il y a un fonds qui s'appelle Échiquier Positive Impact Europe. En plus, on comprend ce que ça veut dire. Et donc là, celui-là est éligible au PA. Il y a des sociétés qui font ça depuis longtemps. Par exemple, une société comme Ecofi Investissement, là aussi avec des fonds qui sont très parlants, enjeux futurs ou bien agir pour le climat. Là, on sait dans quoi on investit. Bon, je suis obligé de citer un petit peu
un pionnier de la gestion thématique, hein, Pictet, parce que Pictet a un fonds, notamment un grand fonds mondial sur l'environnement, sur les opportunités dans l'environnement. Voilà, c'est des idées. Enfin, si vous voulez, en gros, je cite quelques exemples. Ceux qui voudront en savoir plus liront le Revenu Hebdo de cette semaine, parce que je donne un nombre d'exemples plus importants. Mais c'est intéressant parce qu'on voit que les performances sont positives sur 1 an, sur 3 ans, sur 5 ans, sur toutes les durées. Donc ça marche aussi. Voilà, c'est ça qui est un petit peu encourageant. Voilà, c'est une bonne conclusion, c'est que ça marche. Bah oui, c'est tant qu'à faire. Non mais tant qu'à faire. Pour un investisseur averti qui connaît les risques inhérents. Parce que pendant longtemps, c'était bon, je suis prêt à sacrifier un peu de performance, voilà. mais je sais que je fais du bien à la planète. Aujourd'hui, on se dit, mais finalement, on fera aussi bien, voire peut-être mieux sur le long terme. Je sais pas combien de temps. Je sais pas combien de temps on pourra faire les deux, mais en ce moment, en tout cas, on peut faire les deux. Alors évidemment, du coup, c'est un peu engageant. Bon, à lire donc pour avoir plus de fonds. De bonne qualité, de bonne facture. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on lit sinon cette semaine dans le Revenu? Alors, dans le Revenu vous n'avez pas écrit tous les articles quand même, hein? Non, presque. Mais écoutez, en tout cas, en dehors de cette thématique, on revient sur le grand sujet du moment. Hein, c'est notre dossier de une. C'est bien sûr l'élection présidentielle américaine, les conséquences que ça a. Alors, d'abord sur le plan macroéconomique, sur le front sanitaire, sur le front boursier. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça induit? Qu'est-ce qu'on peut déjà en dire maintenant sur notamment les grandes valeurs qui ont porté la bourse en 2020, notamment les fameuses GAFAM. On les reprend une par une pour donner notre indication sur ce qu'il faut faire dans les semaines qui viennent. Bon, à lire donc cette semaine, ce week-end tranquillement dans le magazine Le Revenu, dans le Revenu Hebdo. Merci beaucoup Laurent. Merci David. Bon week-end. Ciao.